Bonjour les amis. J'espère que votre année 2025 a bien débuté et qu'elle sera heureuse et paisible. Aujourd'hui, je vous emmène dans une plongée exclusive au cœur de l'interview du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, réalisée par l'agence de presse TASS le 30 décembre 2024. Le lien vers la source se trouve dans la description de cette vidéo. Dans cet échange riche et stratégique, Lavrov partage les positions de Moscou sur des questions brûlantes. Le conflit en Ukraine, la situation à Taïwan, le Moyen-Orient et même les relations avec la prochaine administration de Donald Trump. Quelle vérité se cache derrière ces déclarations? Quels sont les enjeux pour l'avenir? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout découvrir. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. C'est parti! Question. Existe-t-il des signaux indiquant que des négociations sur un règlement diplomatique du conflit autour de l'Ukraine pourraient être relancées au début de l'année prochaine, après l'investiture de Donald Trump? La Russie a-t-elle l'intention ou la nécessité de travailler au rétablissement des relations bilatérales avec les États-Unis sous la nouvelle administration? Réponse. Nous n'avons reçu aucun signal officiel concernant un règlement en Ukraine. Jusqu'au 20 janvier, date de l'investiture, Donald Trump a le statut de « président élu », et toute la politique, dans tous les domaines, est définie par le président en exercice, Joe Biden, et son administration. Pour le moment, seule cette dernière est habilitée à entrer en contact avec la Russie au nom des États-Unis. Cela arrive périodiquement, comme nous l'indiquons régulièrement, mais il n'est pas question de négociations sur l'Ukraine dans le cadre de ces contacts. Si l'on se fie aux nombreuses fuites et à l'interview de Donald Trump accordée au magazine Time le 12 décembre, il parle d'une « gelée », des combats le long de la ligne de front et de la transmission de la responsabilité future du conflit avec la Russie aux Européens. Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits des propositions émanant de représentants de l'équipe du président élu, comme l'idée de reporter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN de 20 ans ou d'introduire en Ukraine un contingent de maintien de la paix composé de forces britanniques et européennes. La position de principe de la Russie sur le règlement est bien connue. Elle a été exprimée à plusieurs reprises par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, notamment lors de la conférence de presse de fin d'année, le 19 décembre. Nous avons toujours été, et restons prêts à des négociations. Mais il est crucial de comprendre avec qui et sur quoi ces négociations doivent porter. Ce ne sont pas des questions anodines. Le président a également abordé ce point de manière détaillée, lors de la rencontre avec les journalistes que j'ai mentionnée. De mon côté, je voudrais souligner que seuls des accords fiables, juridiquement contraignants, qui éliminent les causes profondes du conflit et incluent un mécanisme garantissant qu'il ne puisse pas être violé, peuvent être envisagés. Quant aux perspectives des relations russo-américaines, si les États-Unis sont prêts, nous sommes ouverts à la reprise du dialogue politique, suspendu par Washington après le début de l'opération militaire spéciale. Puisque ce sont les Américains, et non nous, qui ont rompu ce dialogue, c'est à eux de faire le premier pas. Peut-être que certains nourrissent encore des illusions, mais ce n'est plus mon cas depuis longtemps. Jugez par vous-même. Même si Donald Trump tente de rétablir les relations bilatérales, il devra nager à contre-courant, compte tenu du consensus bipartisan établi aux États-Unis sur le besoin de contenir la Russie, y compris en soutenant le régime néo-nazi de Kiev. Et ce n'est pas une tâche facile, d'autant plus que dans les documents doctrinaux américains, la Russie est désignée comme un « adversaire ». Nous verrons bien. Si les Américains prennent en compte nos intérêts, le dialogue pourra progressivement se rétablir. S'ils ne les prennent pas en compte, alors les choses resteront telles qu'elles sont. Question. Volodymyr Zelensky a reconnu que l'armée ukrainienne est incapable de reprendre les territoires perdus. Qu'est-ce que cela signifie pour la Fédération de Russie? Pensez-vous que l'OTAN a pris en compte les avertissements russes sur l'inadmissibilité, sous quelque forme que ce soit, de l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation? Réponse. Nous ne croyons pas aux déclarations, mais aux faits, surtout lorsqu'il s'agit du régime de Kiev. Pour l'instant, Kiev n'a pas abandonné l'objectif de restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine, dans les frontières de 1991 et de retirer les troupes russes de ces territoires. Cet objectif figure dans la formule de Zelensky. En octobre, des réunions ont eu lieu pour préparer un deuxième sommet pour la paix. Selon ce que nous comprenons, il souhaite inviter la Russie à ce sommet pour nous présenter un ultimatum. J'ai expliqué à plusieurs reprises que nous n'avons pas l'intention de participer à ce « sommet pour la paix », même si nous recevons une invitation. Il est difficile de deviner ce que signifie la reconnaissance publique par Zelensky de l'incapacité à récupérer les territoires perdus par la force. Ce personnage fait constamment des déclarations. Pour être honnête, nous avons cessé de les suivre.
En ce qui concerne nos avertissements sur l'inadmissibilité de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, quelle que soit sa configuration territoriale, il semble qu'il n'y ait pas d'unanimité parmi les membres de l'Alliance sur cette question. Étant donné que l'expansion de l'OTAN depuis des années a été l'une des principales causes de la crise ukrainienne, garantir le statut de non-aligné de l'Ukraine reste l'un des objectifs de l'opération militaire spéciale, qui doit être atteint. Question. Quand l'Occident cessera-t-il d'essayer de mener des « révolutions colorées » aux frontières de la Russie? Pensez-vous que la Géorgie pourra gérer la situation actuelle? Cette question devrait être posée aux politiciens occidentaux. L'ingérence dans les affaires intérieures des États, y compris de nos voisins les plus proches, fait depuis longtemps partie intégrante de leur politique étrangère. Depuis de nombreuses années, Washington et ses satellites utilisent cet outil pour contenir leurs rivaux géopolitiques et éliminer ceux qui leur déplaisent. Les exemples de la Yougoslavie, de l'Irak, de la Libye, de la Syrie et de l'Ukraine en sont la preuve. Ce qui se passe en Géorgie est une conséquence de l'application des doubles standards, lorsque, sous prétexte de fausses préoccupations pour la démocratie et les droits de l'homme, tout est fait pour rejouer les résultats des élections, qui avaient pourtant été certifiés comme libres, même par une structure aussi discréditée que le BID de l'OSCE. Pourquoi vouloir rejouer? Uniquement parce que le choix du peuple n'a pas plu aux marionnettistes de Washington et de Bruxelles. Les États-Unis et l'Union européenne tentent de placer Tbilissi devant un faux dilemme, avec nous ou contre nous. Pendant ce temps, il semble que les autorités géorgiennes souhaitent mener une politique souveraine, conforme aux intérêts nationaux, et ne pas être un pion entre les mains des Occidentaux, qui poussent la Géorgie vers l'instabilité, des problèmes économiques et une détérioration des relations avec la Russie. Je n'ai aucun doute que le peuple géorgien comprend tout cela et continuera d'avancer. De notre côté, nous n'avons pas l'intention de nous immiscer dans les affaires intérieures de la Géorgie. Nous sommes prêts à normaliser les relations russo-géorgiennes dans la mesure où Tbilissi est disposé à le faire. Comment voyez-vous l'évolution de la situation en Syrie après le changement de pouvoir? Pourquoi, à votre avis, la situation dans ce pays a-t-elle évolué si rapidement? Est-il juste de dire qu'au Moyen-Orient, en général, il se produit une redistribution globale des sphères d'influence? Réponse. Nous suivons avec une grande attention l'évolution de la situation en Syrie. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur ce qui s'y passe. Cependant, il est déjà possible de dire que l'une des causes de la détérioration de la situation a été l'incapacité de l'ancien leadership à satisfaire les besoins fondamentaux de la population dans un contexte de conflit civil prolongé. Malgré les succès significatifs dans la lutte contre le terrorisme international, avec la participation des forces aérospatiales russes, VKS, les espoirs des Syriens d'une amélioration de leur vie n'ont pas été réalisés. Washington porte une grande part de responsabilité à cet égard, ayant de facto occupé la région nord-est de la Syrie, riche en ressources, tout en imposant une forte pression économique et des sanctions sur Damas, avec le soutien de ses alliés. Cette politique visant à étrangler l'économie syrienne a constamment alimenté le mécontentement social. Dans cette situation, les autorités syriennes ont été contraintes de prendre des mesures impopulaires, comme réduire ou supprimer les subventions sur les biens et services essentiels. Cela a exacerbé le mécontentement dans la société et réduit progressivement le soutien populaire au gouvernement. Nous avons fourni une aide multiforme au peuple syrien ami, notamment par l'envoi d'aide humanitaire, la reconstruction d'infrastructures sociales détruites pendant le conflit, et la mise en place de conditions matérielles pour le retour des réfugiés syriens et des personnes déplacées. Nous avons également activement encouragé un règlement politique, notamment dans le cadre du processus d'Astana. Cependant, il est évident que les anciennes autorités n'ont pas réussi, malgré nos recommandations insistantes et notre soutien actif, à établir un dialogue constructif avec leurs opposants et les voisins régionaux influents pour initier un processus politique complet. De plus, elles n'ont pas su résoudre les graves problèmes socio-économiques du pays. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, je donnerai une autre caractérisation des événements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les événements dramatiques et tragiques que nous avons observés sont, à notre avis, largement le résultat des actions irresponsables et destructrices des États-Unis. Dans leur quête de préserver leur influence dans cette région, Washington s'est activement ingéré dans les affaires intérieures des États arabes, traçant de manière agressive des lignes de division artificielle. Les peuples d'Irak et de Libye luttent encore contre les conséquences des aventures américaines et de leurs alliés. La source de tensions chroniques reste le conflit israélo-palestinien, où Washington a tenté de jouer un rôle de médiateur exclusif. La combinaison de ces facteurs a conduit à une déstabilisation de la situation politico-militaire au Moyen-Orient,
notamment en octobre dernier. Depuis, un « arc de violence » s'est étendu depuis la zone de conflit israélo-palestinien jusqu'au Liban et à la mer Rouge. La confrontation entre l'Iran et Israël s'est rapprochée d'un point critique. J'ai déjà parlé des événements en Syrie. La Russie a toujours cherché à promouvoir des solutions aux conflits de cette région qui soient acceptables avant tout pour les parties directement impliquées. Le rôle principal dans la normalisation de la situation devrait appartenir aux États du Moyen-Orient eux-mêmes. Nous sommes prêts à les soutenir dans cette démarche. Question. En Occident, on affirme constamment que des militaires nord-coréens participent au combat en Ukraine et que cela constitue une nouvelle escalade de la part de la Russie. Ces accusations sont présentées de manière catégorique et accusatoire envers Moscou. Comment pourriez-vous commenter cela? Réponse. Nous avons déjà commenté à plusieurs reprises l'agitation sur ce sujet, constamment alimentée par l'Occident. Ces derniers temps, ces campagnes médiatiques sont devenues encore plus agressives. On peut y répondre brièvement avec un proverbe russe bien connu, c'est le voleur qui crie au voleur. Ceux qui accusent la Russie devraient d'abord se regarder dans le miroir. Les militaires et mercenaires de l'OTAN participent ouvertement à la planification et à la conduite des opérations militaires aux côtés des forces armées ukrainiennes, VSU. L'OTAN est impliquée dans des incursions dans la région de Koursk et des frappes de missiles à longue portée sur le territoire russe. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, s'est exprimé clairement à ce sujet lors de récents discours publics. De quelle escalade de notre part peut-il être question? Dans un contexte de guerre de l'information, il serait naïf d'attendre de la part des représentants occidentaux une quelconque objectivité. Nous continuerons de réfuter calmement et avec des arguments solides leurs insinuations anti-russes. En ce qui concerne la coopération avec la République populaire démocratique de Corée, RPDC, nous la développerons conformément à l'accord bilatéral sur le partenariat stratégique global, récemment entré en vigueur. Cet accord prévoit, entre autres, une réponse conjointe aux menaces pesant sur l'une ou l'autre des parties contractantes. Question. Une autre zone de tension dans le monde est Taïwan. La Chine travaille à la résolution de ce problème, tandis que les États-Unis se sont distingués à plusieurs reprises par des actions provocatrices à cet égard. Pensez-vous que l'arrivée de l'administration de Donald Trump influencera ce processus? La menace d'une grande guerre dans la région est-elle réelle? Réponse. Nous n'avons pas pour habitude de spéculer sur les plans de la future administration américaine, cela relève du domaine des politologues. Si l'on évalue la situation globale dans la région, elle continue de se dégrader. Les États-Unis et leurs alliés déclarent leur attachement au principe des « une seule Chine », tout en insistant sur le maintien du statu quo, ce qui implique de conserver la situation actuelle pour une durée indéterminée. Dans le même temps, les Américains adoptent des actions provocatrices dans le détroit de Taïwan, fournissent des armes à Taipei et développent un dialogue quasi-politique avec les autorités locales. Tout cela, sans aucun doute, contribue à l'essor des tendances séparatistes. Les méthodes employées par Washington dans ce contexte ressemblent fortement à celles utilisées autrefois pour transformer l'Ukraine en un bastion anti-russe. Pour nous, il est évident que cette approche de Washington, menée en violation de ses engagements envers Pékin sur la question de Taïwan, vise à intensifier la pression politico-militaire sur la Chine et conduit à un affaiblissement de la sécurité régionale à l'extrémité orientale du continent eurasien. Notre position de principe sur la question de Taïwan demeure inchangée. Elle a été réaffirmée dans la déclaration conjointe des dirigeants de la Russie et de la Chine à l'issue de la visite en mai dernier du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, en République populaire de Chine. Étant donné que chaque mot de cette déclaration est significatif, je vais en citer un extrait. La partie russe réaffirme son attachement au principe des « une seule Chine », reconnaît que Taïwan fait partie intégrante de la Chine, s'oppose à l'indépendance de Taïwan sous quelque forme que ce soit, et soutient fermement les actions de la partie chinoise pour protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale, ainsi que pour réunifier le pays. Nous continuerons à nous guider par ces principes à l'avenir.